Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer un peu l'attitude sceptique face aux phénomènes, disons, étranges ou inexpliqués, souvent on dit paranormaux. Comment est-ce qu'on réagit, par exemple, face à une histoire de crop circle ou d'autres affirmations qui sortent vraiment de l'ordinaire? Pour nous guider un peu là-dedans, on va s'appuyer sur des idées qu'on trouve dans le Guide sceptique du paranormal de Lynn Kelly. L'idée, c'est de voir comment une approche rationnelle, elle décortique ces mystères. Exactement. Et le point de départ de cette approche sceptique, enfin telle que Kelly la présente en tout cas, c'est vraiment l'évaluation critique des preuves. Il y a un principe fondamental qui revient tout le temps, une affirmation extraordinaire, elle nécessite une preuve tout aussi extraordinaire. On ne peut pas juste se baser sur des anecdotes ou des on dit quoi. C'est logique, oui. Et il y a aussi cette fameuse idée du rasoir d'Occam, c'est ça? Tout à fait. Le rasoir d'Occam. En gros, face à plusieurs explications pour un même phénomène, il suggère de toujours privilégier la plus simple, c'est-à-dire celle qui fait appel à des mécanismes qu'on connaît déjà, ou qui, disons, introduit le moins d'éléments nouveaux et surtout non prouvés. Pourquoi aller inventer une force mystérieuse si une explication classique colle aux faits? D'accord, donc c'est pas du cynisme pour le plaisir d'être cynique, c'est plutôt une exigence de rigueur avant d'accepter quelque chose comme vrai. Une sorte de prudence intellectuelle, en fait. Alors voyons comment ça s'applique concrètement. On pourrait prendre quelques exemples du livre. On commence par un classique un peu macabre, la combustion humaine spontanée. Ah oui, l'HCSS. L'image est frappante, c'est vrai, hein. Un corps retrouvé en cendres, mais le reste de la pièce est quasiment intact. Kelly revient sur des cas célèbres, comme celui de Mary Reeser. L'enquête avait montré des détails importants. Elle fumait, elle avait pris des somnifères et elle était assise dans un fauteuil bien rembourré. Et l'explication sceptique, du coup, elle est nettement moins spontanée, j'imagine. Beaucoup moins, oui. C'est ce qu'on appelle l'effet bougie, ou effet de mèche parfois. En gros, si une cigarette, par exemple, met le feu aux vêtements d'une personne qui est immobile ou peut-être inconsciente, eh bien, la graisse du corps peut fondre, s'imbiber dans les vêtements et agir comme la cire d'une bougie qui alimente la mèche, les vêtements donc. Ah oui, je vois. Et ça produit une combustion qui est lente, mais très chaude et surtout très localisée. Ça peut consumer le corps, mais en laissant le mobilier autour relativement épargné. D'ailleurs, des expériences ont été faites avec des carcasses animales et ça a reproduit cet effet. C'est une image assez parlante, cet effet bougie. Ça démystifie pas mal le côté surnaturel, effectivement. Bon, changeons complètement de registre. La marche sur le feu. Marcher pieds nus sur des braises à 400 degrés Celsius. Ça défie un peu l'intuition quand même. Intuitivement, oui, mais la physique, en fait, l'explique assez bien. Comme le détaille la source. Le charbon de bois, même s'il est très chaud, c'est un mauvais conducteur de chaleur. Mauvais conducteur. Oui, pensez à un four. L'air dedans peut être à 200 degrés Celsius, on peut y passer la main, vite fait, mais si on touche le plat en métal qui est à la même température, là, on se brûle direct. Ah oui, d'accord. Parce que le métal, lui, transfère la chaleur beaucoup, beaucoup plus efficacement que l'air ou que le charbon. D'accord, donc cette faible conductivité du charbon, c'est un point clé. Est-ce qu'il y a autre chose qui joue? Oui, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. C'est une très fine couche de vapeur d'eau. Elle se forme quasi instantanément quand l'humidité du pied touche les braises brûlantes. Et cette vapeur crée une sorte de petit coussin isolant, mais très bref. C'est pour ça qu'il faut marcher assez vite, évidemment, et sur une couche de braise qui est bien préparée. Bien préparé, parce que ça peut mal tourner, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Kelly mentionne en exemple assez amusant, c'est une façon de parler, le Kentucky Fried Fit fiasco. Ah, Oui, des participants à un séminaire qui se sont retrouvés avec de sérieuses brûlures parce que, justement, les braises n'avaient pas été préparées correctement. La physique, elle est précise, elle ne pardonne pas les erreurs. je vois. Passons maintenant au phénomène qui a peut-être le plus capté l'imagination populaire ces dernières décennies, les crop circles. Ces immenses dessins géométriques dans les champs de céréales. Ce que je trouve intéressant dans l'approche de Kelly, c'est qu'elle souligne un truc. Il n'y a pas vraiment de traces historiques fiables de ça avant les années, disons 60 ou même 80. Et surtout, leur complexité a littéralement explosé après que les médias s'y sont intéressés massivement. C'est un point absolument crucial. Les explications dites naturelles qu'on a parfois proposées, genre des vortex de vent bizarres ou même des vortex de plasma, elles ont beaucoup de mal à tenir la route. D'abord, il n'y a pas de preuve solide que de tels phénomènes existent et qui pourraient créer des motifs aussi précis, aussi complexes. Et ensuite, comment expliquer que ces vortex soient devenus, comme ça, subitement des artistes géométriques de plus en plus sophistiqués au fil des ans? Ça colle pas vraiment avec des phénomènes naturels connus. C'est vrai.
Et de l'autre côté, il y a l'explication humaine. Kelly revient sur les fameux Doug Bauer et Dave Chorley, c'est ça? Oui, exactement. Ces deux Anglais qui ont avoué, à la fin des années 80, je crois, avoir commencé à faire des cercles tout simples, juste pour s'amuser au début. Et puis, ils ont été complètement dépassés par l'ampleur médiatique que ça a pris. Ils ont même montré comment ils faisaient. Une planche tenue par une corde pour coucher les tiges sans les casser net. Une autre corde tendue depuis un piquet au centre pour faire un cercle parfait. Et puis, un peu de savoir-faire pour les motifs plus compliqués. C'est étonnamment simple. Et assez rapide en fait. Et cet argument qu'on entend souvent là, des tiges pliées mais pas cassées, présenté comme une preuve du paranormal. Mais justement, utiliser une planche, ça permet de plier les tiges à la base, proprement, sans les casser net. Contrairement à ce qu'on obtiendrait si on piétinait juste le champ. Et quant aux analyses au microscope, qui montreraient des changements cellulaires, ça pourrait très bien être dû à la croissance rapide de la plante après qu'elle ait été couchée. Rien de forcément mystérieux. Donc, l'explication humaine reste la plus... La plus simple, oui, et la mieux documentée. Kelly note même, avec un peu d'ironie, que les collines qui sont souvent proches des crop circles, et que certains invoquent pour justifier les théories de vortex, eh bien, elles sont surtout très pratiques pour que les créateurs humains puissent admirer leur œuvre d'en haut. C'est bien vu. Donc voilà, en résumé, face à ce genre de phénomène, l'approche sceptique que Lynn Kelly met en avant, c'est ça. On examine froidement les preuves disponibles, on cherche d'abord des explications basées sur ce qu'on connaît déjà, la physique, la psycho, les canulars humains aussi, faut pas les oublier, avant de sauter sur des conclusions extraordinaires. C'est une application directe du rasoir d'Occam en fait. Et c'est important de souligner, je trouve, comme le fait Kelly, qu'adopter cette approche, ça ne rend pas le monde plus terne ou plus ennuyeux. Au contraire. Elle dit bien qu'il nous reste l'art, la musique, la science, la complexité incroyable de la nature, les relations humaines, l'amour. L'émerveillement, il est partout, sans qu'on ait besoin d'invoquer le surnaturel à tout bout de champ. C'est une très belle façon de voir les choses, je trouve. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la route. Pourquoi est-ce que ces récits paranormaux, même quand ils manquent cruellement de preuves solides, pourquoi continuent-ils de nous fasciner autant? Qu'est-ce que ça dit sur notre psychologie? Sur notre besoin peut-être de croire en quelque chose qui dépasse l'ordinaire? Ou simplement sur les biais de notre perception, de notre mémoire? Une réflexion intéressante pour terminer, effectivement. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, à la revoyure.